À la recherche de sensations fortes ou d'un moment d'évasion en famille, il y a forcément un parc d'attractions qui n'attend que vous. La France en compte près de 300. Et tous rêvent de pouvoir un jour égaler le numéro 1, Disneyland Paris et ses 10 millions de visiteurs annuels. À commencer par son challenger Astérix, qui cette année donne le top départ d'une saison pas comme les autres. Au programme, de nouveaux manèges pour plus de visiteurs. Quel défi Astérix a-t-il dû surmonter pour concevoir l'une des attractions les plus folles d'Europe? Le grand public connaît peut-être pas le terme airtime, mais c'est une sensation qui plaît beaucoup. Cette saison, le deuxième parc français lance également sa parade, une grande première à haut risque. Ce qu'on attend de Cléopâtre, c'est beaucoup de présence, une gestuelle très prononcée. Un pari à 2 millions d'euros. Mais pourquoi Astérix tente-t-il d'imiter Mickey, son puissant rival? La réponse a de quoi surprendre. Pour cette nouvelle saison, vos personnages préférés sont une nouvelle fois mis à contribution. Comme au parc Spirou, où Lucky Luke, le marsupilami et leurs amis vont devoir relever bien des défis. Alors Bill, regarde, une jeune fille veut une photo, comment on fait? Très important, les gens veulent repartir avec une photo, donc on travaille là-dessus forcément. Coulisses et répétitions, comment ce parc a-t-il fait de ses mascottes des vendeurs hors pair? Sauveront-elles le soldat Spirou et son parc, qui ont bien failli disparaître? Pour résister à ces géants des loisirs, de petits parcs cassent les prix partout en France. Pour moins de 20 €, eux aussi vous promettent une journée inoubliable en famille. Comme par exemple, le Petit Prince en Alsace. Il est tout en haut, hein. Mais on est venu vraiment pour faire la montgolfière, quoi. Avec leurs étonnantes inventions, ces deux amis ont conçu le premier parc aérien au monde et leurs ballons pas comme les autres font maintenant le tour de la planète. À Dubaï, ils gagnent tellement d'argent qu'ils veulent en mettre un deuxième, à 10 km du premier. Pourquoi un tel engouement pour ces attractions made in France? Comment les ballons du Petit Prince sont-ils devenus une référence mondiale des loisirs? À grand spectacle ou à petit prix, tous se battent pour vous séduire et parfois même survivre. Plongée inédite dans les coulisses de vos parcs d'attractions favoris. Au parc Astérix, c'est un événement que les mordus de sensations fortes ont attendu pendant des années. Ok, allez-y messieurs, dames, bonne journée. Le directeur du parc donne le coup d'envoi d'une saison pas comme les autres. 55 € pour les adultes, 47 pour les enfants. Voilà ce qu'ont déboursé ses clients pour être les premiers à découvrir la grosse surprise que Sébastien Retailleau leur a concoctée. On va voir la bête tranquillement. Sous le regard courroucé du maître des lieux, ces courageux visiteurs vont embarquer pour la première fois dans la toute nouvelle version d'une attraction emblématique du parc Astérix, renommée le tonnerre de Zeus. Cette montagne russe en bois, qui a fait le succès du parc pendant 25 ans, a été entièrement modifiée pour la rendre encore plus sensationnelle. Et c'est à Manon, une passionnée de Grand 8, que revient l'honneur d'être la première à prendre place à bord. Ça fait 7 ans que je viens au moins une fois par mois et faire impérativement le tonnerre de Zeus. C'est mon attraction favorite du parc. Astérix a misé des millions d'euros sur ce nouveau manège. Plaira-t-il au public? Sébastien Retailleau va bientôt être fixé. Gauloise, bienvenue à la nouvelle expérience du tonnerre de Zeus. Manon découvre des wagons flambant neufs. Je vais s'installer, le sac à vos pieds. Il y a la place, hein. Oh la vache. Ça fait bizarre. C'est parti pour 2 minutes de sensations fortes. Dans les airs, comme au sol, où Sébastien Retailleau guette le verdict de ses premiers cobayes.
Premier visiteur, premier wagon avec visiteur, c'est parti. Là, on ne devrait pas tarder à les entendre. Pour ce nouveau tonnerre de Zeus, le parc a dépensé 7 millions d'euros. De quoi s'offrir cette bosse, unique en Europe, qui incline les passagers à 90 degrés. Mais aussi ce tout nouveau tunnel où Zeus foudroie les visiteurs. Proposer chaque saison de nouvelles sensations, c'est la règle d'or dans le business des parcs. Notre stratégie, c'est d'attirer des visiteurs qui connaissaient déjà et d'attirer la revisite. Donc là, maintenant, les gens vont redécouvrir une toute nouvelle attraction. Donc, buzz positif, de plus en plus de visiteurs, de nouveaux visiteurs, et donc une attractivité sans cesse renouvelée pour faire venir toujours plus de visiteurs. Dans un parc de loisirs, une nouveauté peut faire bondir la fréquentation de 10%, à condition que le bouche à oreille soit positif. Résultat des courses. On a pris une claque, hein. Ah ouais, une claque là, on a pris une claque là. Le virage à 90, il est top. Et par rapport au premier alors? Ah, ça n'a rien à voir. C'est plus de vitesse et c'est complètement différent. Il est vachement mieux. Il est mieux. C'est une vraie nouveauté. Sébastien a le sourire. Ses candidats aux émotions fortes en ont eu pour leur argent. L'aboutissement d'un chantier titanesque débuté 5 mois plus tôt. La réussite de ce projet à 7 millions d'euros repose sur les épaules de l'un des spécialistes mondiaux des montagnes russes en bois, Cory Kiepert, 25 ans de métier. Il me faudrait une bonne tasse de café pour me réveiller. Un peu déboussolé par 8 heures de vol, cet ingénieur arrive tout droit de l'Ohio, aux États-Unis, pour surveiller le chantier. Afin de remodeler cette impressionnante nef de bois, le village gaulois a fait appel au savoir-faire de bâtisseurs américains. Ils n'ont pas leur pareil pour réaliser de telles structures, et ça fait bientôt 100 ans que ça dure. Depuis la construction du Cyclone en 1927 à New York, sur la plage de Coney Island, toujours en activité près d'un siècle plus tard. Si la plupart des montagnes russes sont en acier, Astérix a préféré miser sur le bois et 150 tonnes de poutres pour assembler son tonnerre de Zeus. Rien qu'une poutre comme celle-ci coûte plusieurs centaines d'euros. C'est très cher. On en a injecté pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas donné. Ça coûte vraiment très cher. Car ce bois n'est pas comme les autres. Pour construire ces grands 8, Cory ne choisit qu'une seule essence, cet arbre, le pin jaune d'Amérique, qu'il fait spécialement venir par bateau des États-Unis. C'est du pin jaune du Sud, un bois très spécial qui pousse dans les États du sud des États-Unis, la Géorgie et l'Alabama. Le pin jaune du Sud a l'équilibre parfait entre résistance et souplesse. C'est-à-dire qu'on peut le plier, mais qu'il ne casse pas. Choisir le bois plutôt que l'acier comme son rival Disney, c'est également un bon moyen de procurer plus de frissons aux futurs passagers. Si les Américains sont à la manœuvre sur le chantier, c'est un ingénieur français qui a imaginé le nouveau parcours. Julien Simon a déjà une douzaine de montagnes russes à son actif. Il va tester pour la première fois sa dernière création. Ça fait plaisir parce que ça fait 3 ans, je crois, que j'ai commencé à travailler dessus. Donc c'est un peu un accomplissement de le voir enfin en vrai, pas seulement sur son ordinateur. Pas le droit à l'erreur. La montagne russe, c'est le produit d'appel d'un parc de loisirs. Alors la moindre seconde du parcours a été pensée par Julien pour offrir un maximum de sensations.
Sur une montagne russe, on joue surtout avec les accélérations positives, donc ils vous vont presser sur le siège, on va se sentir très lourd. Et les accélérations négatives, qui sont ces fameuses airtime, donc où vous allez décoller à l'inverse du siège. Le long des rails, chaque couleur correspond à un effet produit par le manège. Et donc là, on peut voir les passages où on va se sentir léger, donc c'est tous les passages qui sont en orange. Donc c'est à chaque fois ce qu'on appelle les airtime. Donc là, on est soulevé du siège. C'est une sensation qui est très recherchée par les fans de Grand 8, créer un peu ce sentiment du cœur qui se décroche, de voilà, je suis écrasé, je suis soulevé. Entre parcs d'attractions, la compétition fait rage. Alors en multipliant les airtime, Julien Simon compte bien prendre une longueur d'avance sur ses concurrents. Sur Tonnerre de Zeus, on en a 17, ce qui est un record pour une montagne russe en bois sur l'Europe continentale. C'était vraiment un objectif, on voulait être ceux qui en ont le plus pour se différencier de la concurrence. Je suis assez impatient de voir si la réalité est fidèle à ce qu'on a imaginé avec les logiciels de calcul. Allons-y. Montre en main, le tour de manège dure 2 minutes et recèle quelques secrets de conception que Julien a bien voulu décrypter pour nous. Il faut tout d'abord conditionner les passagers, installer la peur. C'est là que la structure en bois est primordiale. Donc là, on est sur le lift, donc c'est la montée à chaîne, donc c'est un peu branlant, assez bruyant, pour voilà, avoir cet esprit montagne russe en bois un peu traditionnel, ça fait partie du charme de l'attraction. Et l'idée, c'est qu'on fasse petit à petit monter la pression pour le visiteur. Et voilà, on est déjà en haut. Et puis là, on va plonger sur une trentaine de mètres, on va atteindre 90 km/h. Donc là, c'est la grande descente, donc on lève les bras, hein, voilà, comme ça. Pour décupler l'illusion de rapidité, Julien a utilisé une autre astuce. Faire en sorte que le tracé frôle très souvent la structure de bois qui, du coup, file à toute vitesse sous les yeux des passagers. Hop, un bel airtime là, hop, il faut lever les bras, c'est bien, encore un. Et si on n'avait pas la barre de sécurité, on finirait dans la charpente. Alors, un airtime, voilà, encore un. On en a 17 au total. Pour ces 17 airtime, la bosse inclinée et le nouveau tunnel, le parc a déboursé 5,5 millions d'euros. Le reste du budget, 1,5 million, est précieusement rangé chaque soir au garage. 3 trains flambant neufs, achetés 500 000 € chacun, une nouvelle fois aux États-Unis. Et c'est un petit détail qui les différencie de ceux de la concurrence. La dernière voiture a été montée à l'envers. Cela permettrait de multiplier les sensations, à condition de verser 12 € de plus à Astérix pour y prendre place. Le parc espère convaincre chaque année 50 000 visiteurs de payer ce supplément de 12 €. C'est là, s'il vous plaît. Manon, notre fan de Grand 8 et son compagnon ne se sont pas fait prier. 24 € de plus pour tenter l'expérience à deux. Ça fait un sacré budget, quoi. Bon, on va voir. Alors l'envers vaut-il mieux que l'endroit? Manon va très vite le savoir. Première surprise, impossible de prévoir à quel moment la chute infernale va commencer. Oh là, c'était quoi l'idée? C'était quoi? Oh putain! Pendant 2 minutes, elle sera incapable d'anticiper le moindre virage. Manon est obligée de subir, sans jamais vraiment comprendre ce qui est en train de lui arriver. Du coup, à la fin, elle semble un peu brassée. Oh la vache. J'enchaînerai pas par contre. Ça c'est clair. Une fois remise de ses émotions, vient l'heure des comptes. 24 € à deux, cela revient tout de même à 1 €. Les 10 secondes d'épouvante par personne, ce n'est pas donné. C'est à faire, mais on le fera pas à chaque visite parce que 12 € c'est trop cher et je préfère acheter une crêpe ou un truc comme ça. Nous aujourd'hui, on n'a pas fait de restaurant parce qu'on savait qu'on allait prendre la marche arrière de Tonnerre de Zeus. Comme elle, la plupart des visiteurs jugent le tarif excessif. Censé rapporter 600 000 € par an,
La voiture inversée circule à vide la plupart du temps. Du coup, le prix est déjà passé de 12 à 8 €. Mais dans le business des montagnes russes, il y a toujours un bon moyen de faire tout de même passer les clients à la caisse. Bonjour, regardez la photo, elle est juste là. Dès la sortie du manège, les visiteurs découvrent leur visage terrifié sur ces écrans. Vous voulez celle-ci en imprimé? S'ils veulent emporter la photo souvenir, ils doivent débourser 12 €. Et cela peut rapporter jusqu'à 4 000 € par jour, rien que dans ce stand. Voici, passez une bonne journée. Merci. Bonne journée. À condition que Sandrine, la gérante de la boutique, ait les yeux partout. Car portable en main, les resquilleurs comme ce monsieur tentent discrètement de faire quelques économies. Excusez-moi monsieur, c'est interdit aux photos, c'est affiché partout s'il vous plaît. Merci. Prendre en photo les écrans, Sandrine a beau l'interdire, pas facile de se faire respecter. Pourtant j'ai mis des affiches partout. Et en fin de compte, il faut faire prendre avec leur portable. Bah, il y en a qui trichent. Excusez-moi, jeune homme, s'il vous plaît, c'est interdit aux photos, c'est affiché partout. Malgré quelques photos volées, Sandrine va tout de même faire rentrer 2 000 € dans les caisses de la boutique ce jour-là. Passez une agréable journée, merci. Grâce aux sensations fortes de la montagne russe. Mais le tonnerre de Zeus, nouvelle version, n'est pas la seule arme dégainée par le parc pour foudroyer ses concurrents. Cette année, Astérix compte attaquer Disneyland sur son propre terrain, avec une parade et des chars spectaculaires. Avec ses attractions XXL, Astérix attire les clients à 1h45 de route à la ronde, de Melun jusqu'à Lille. Un bassin de 16 millions de clients potentiels. En plein sur le terrain de chasse de son puissant rival, un petit parc fait tout pour lui résister. Son rayon d'action est plus petit, 1 heure de route, 3 millions d'habitants, dont la moitié se retrouve sur le territoire d'Astérix. Alors pour attirer des clients, il a dû adopter une stratégie bien différente. Comme chaque matin vers 11 h, c'est avec son fils Théo que Teddy Vandris lance son affaire en fanfare. Hop, let's go. Okay. Tu peux allumer, vas-y, allume l'enceinte et la table de mixage. Alors on vient d'allumer la musique du parc. C'est parti, c'est lancé. Avec son épouse Alice... C'est bon, Fleurby est en place, vous pouvez ouvrir. Ils sont depuis 12 ans les propriétaires du parc Le Fleury et comptent bien attirer au moins 400 personnes pour l'ouverture. Pour se faire une place au soleil, ils misent sur de petits prix. À 16 € l'entrée pour les adultes et 13 € pour les enfants, Le Fleury est l'un des parcs d'attractions les moins chers de France. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent faire des photos avec Fleurby? Pour le prix, ça va quoi. Quand on voit Disneyland à 90 €, voilà, c'est énorme quoi. Donc, quand on voit les autres parcs d'attractions, c'est raisonnable. Franchement, c'est raisonnable, c'est pas cher. Des petits prix qui ont fait du Fleury une institution dans le Nord. Créé en 1968, le parc a vu défiler bien des générations. Les habitants du coin ont tous dévalé au moins une fois ces toboggans quand ils étaient petits. Mais les années passant et faute de nouveautés, le Fleury finit par décliner. En 2010, Alice et Teddy empruntent 650 000 € et réalisent leur rêve, relancer le parc de leur enfance. Peu à peu, ils installent une vingtaine de nouveaux manèges. Les visiteurs reviennent, jusqu'à 200 000 en 2019. Pour y parvenir, Alice et Teddy ont tout de même emprunté plus de 4 millions d'euros aux banques. Ils jouent maintenant leur avenir à chaque ouverture. Le succès sera-t-il au rendez-vous? Merci. Parmi les premiers visiteurs, cette famille venue de Douai, à 30 minutes de là. Pour 2 adultes et 2 enfants, ils ont payé 58 €, 4 fois moins cher qu'au parc Astérix. Super, merci. Mais même à ce prix-là, la famille espère bien en avoir pour son argent. Et là, le programme de la journée, qu'est-ce que c'est du coup? S'amuser, s'éclater. Avec les enfants et puis faire un maximum d'activités. Lola, 8 ans, et Raphaël, 4 ans, entraînent les parents vers l'unique montagne russe du parc. Oh, le dragon!
C'est le Bayou Express, accessible à partir d'une taille de 90 cm. C'est parti pour un tour. Allez. Et peut-être la 13e. Avec 62 mètres de long et une vitesse de pointe de 26 km/h, on est loin des sommets du tonnerre de Zeus. Mais c'est bien assez de sensations pour Lola, qui est sur son petit nuage. Avec des attractions comme celle-ci, le parc cible avant tout des familles avec de jeunes enfants, car la plupart des manèges sont accessibles dès l'âge de 2 ans, à quelques exceptions près, comme le Drakkar Storm. Raphaël, tu vas dans la cabane avec monsieur. Si vous avez des affaires. Problème de taille. Raphaël, 4 ans, fait moins d'1,20 m. Bon, tu pourras pas le faire, tu vas rester avec moi. Allez, viens. Alors, en attendant de grandir, il va regarder les autres s'amuser. À bord, Pascaline peut crier tant qu'elle veut. Maman, calme-toi! Elle ne risque de déranger personne. Notre famille a le bateau pour elle toute seule. Car tout autour, les allées sont désertes. Profiter d'un parc d'attractions sans aucune file d'attente, c'est le rêve de la plupart des visiteurs. Mais c'est le cauchemar des patrons de parcs de loisirs comme Teddy et Alice. Nous sommes à la mi-journée, à peine une cinquantaine de clients a franchi les grilles de leur parc. C'est inquiétant, car en dessous de 200 visiteurs par jour, le couple perd de l'argent. Comme au restaurant, où les tables en terrasse restent désespérément vides. Du coup, on passe au nettoyage, c'est ça? Ouais. À l'intérieur, ambiance cauchemar en cuisine. Le service du midi a été catastrophique. Le personnel était plus nombreux que les clients. Pauline, t'as vu combien de familles à peu près? À peu près combien de commandes? 4. 4 familles, t'as vu passer? 4 ou 5, oui. À peine 250 € de chiffre d'affaires. Même pas de quoi couvrir le salaire des employés. Pour ce jour d'ouverture, Alice avait pourtant vu les choses en bien plus grand. Alors là, si on était parti sur les objectifs de début de journée, voilà, on espérait peut-être faire une centaine de couverts. Et là, ça a été quand même relativement calme en termes d'affluence. Pour ne rien arranger, la pluie se met à tomber sur le fleuri. Les allées du parc se vident de leurs rares visiteurs. Rien ne pourrait aller plus mal, mais contre toute attente, c'est maintenant qu'Alice, la patronne, va retrouver le sourire. Bah, du coup, voilà, tout le monde vient un peu se réfugier au niveau de notre restaurant, notre salle. Donc du coup, bah, voilà, pour prendre le café, le chocolat chaud, faire une petite pause. Là, les plus petits peuvent profiter du cocon sec, donc voilà. Grâce à cette averse providentielle, Alice limite les dégâts côté restauration. C'est bien son seul motif de satisfaction. Le bilan de cette première journée de la saison 2022 n'est pas bon. Teddy espérait attirer 400 visiteurs. Il va bientôt déchanter. Alors Teddy, quel est le bilan de la journée? Vous avez fait combien d'entrées? Eh ben, pas beaucoup. Là, on va tourner sur à peu près quoi, 110 personnes en fait. On n'y est pas du tout. Enfin, on espérait faire un peu mieux. Donc là, il aurait fallu faire à peu près 200 pour être rentable et pas perdre d'argent en fait. Okay. En une journée d'ouverture, Alice et Teddy viennent de perdre 2000 €. Si la tendance ne s'inverse pas, ils risquent de devoir mettre la clé sous la porte. D'autant que pour réussir cette nouvelle saison et faire venir les visiteurs, le couple a misé ses dernières économies, 150 000 € dans cette montagne russe de 230 mètres de long, du jamais vu au Fleury. Alors cette nouvelle attraction, c'est notre nouveau coaster, hein. C'est Régal, donc la nouvelle montagne russe qu'on attendait depuis un bon petit moment. Et cette attraction, ça doit être le côté waouh, voilà, le côté waouh du parc. Mais le chantier a pris du retard. Le manège ne fonctionne toujours pas. Et le temps presse pour Teddy, c'est même une question de jours. On n'a pas le choix, il faut absolument ouvrir d'ici 10 jours. Si on va au-delà des 10 jours, on a beaucoup de comités d'entreprise, de groupes qui ont vu cette nouveauté, qui veulent venir l'essayer. On a des groupes
qui veulent venir exprès pour l'essayer, et tant qu'on n'a pas cette attraction d'ouverte, ils ne réserveront pas. Nous, on n'a pas envie qu'ils aillent chez un de nos confrères, même si on les aime beaucoup. Là, c'est la course contre la montre. C'est ça, c'est la course contre la montre. Il reste donc à Teddy et Alice 10 jours pour ouvrir leur montagne russe et peut-être sauver leur saison. Mais ce grand 8 dissimule un incroyable secret et leur réserve encore bien des surprises. « 800 km plus au sud, près d'Avignon, dans la grande bagarre qui l'oppose à Astérix et Mickey, le parc Spirou, lui, a tout misé sur l'univers de la bande dessinée pour faire le plein de visiteurs. C'est la plus belle armée du monde qui va arriver. En première ligne, Bill, Spirou, Lucky Luke, les marsupilamis, mais aussi de petits nouveaux comme Blork, le monstre de l'espace. Yeah, il est trop bien. Tous ravis de pouvoir retrouver leur public. J'adore. C'est trop bien, c'est cool. Je suis pas une enfant, j'adore. Moi j'ai envie que Spirou il me fasse un câlin et qu'il me porte sur ses épaules. Spirou, c'est un nouveau venu dans le monde des parcs d'attractions. À peine 4 ans d'existence et encore tout à prouver. Car si le public a répondu présent, il sera cette année plus exigeant que jamais. C'est le cas d'Alexandra et de ses 2 enfants qui ont fait la route depuis Arles, à 40 km de là. Allez, Loban, go. Ils ont réservé leur billet sur Internet, 87 € les 3 entrées. On va retrouver nos amis. Mais cette fois, ils en veulent pour leur argent. Leur dernière visite, il y a 4 ans, ne les avait pas vraiment convaincus. Le parc aura-t-il mieux à leur offrir cette année? Ça, c'est nouveau. C'est là où il y avait, comment il s'appelle, Lucky Luke. Ça a l'air sympa, il y a beaucoup de végétation. On a l'impression qu'on va se perdre dans la jungle. Les premiers pas sont encourageants. Et bonne surprise, le parc leur a même prévu quelques attractions inédites. T'as peur? Comme ce manège, l'une des nouveautés des lieux. Regarde maman, fais coucou à maman. Et apparemment, Tu crois que ça part d'un coup? C'est super haut. il fait son petit effet. Du changement. Voilà ce que réclament les visiteurs. Comme cette grand-mère qui, avant d'acheter ses billets, espère que le parc lui en mette plein la vue. Ben, par rapport à la première visite, déjà, plus de manèges. C'est vrai que c'était un petit peu juste. J'espère qu'il y aura plus, toujours plus. Réconcilier le parc avec son public, c'est tout l'enjeu pour Spirou. 1, 2, 3. Car ses débuts n'ont pas été des plus flamboyants. Voilà à quoi le parc ressemblait peu avant son ouverture en 2018. Des allées bétonnées, des décors un peu sommaires et surtout pas assez d'attractions au goût des clients qui ne vont pas se priver de le faire savoir. Manque total de diversité, attractions pauvres, absence de décor. On a vite fait le tour du parc et pas beaucoup d'ombre ou d'arbres. Le décor est quasi inexistant. Il ne nous plonge pas dans un univers féerique. Résultat, les visiteurs vont peu à peu se détourner du parc. Il menacera même de baisser le rideau, malgré 50 millions d'euros investis pour sa création. Mettre la clé sous la porte, c'était inenvisageable pour cet homme à la casquette blanche. Julien Papelier est le patron des éditions Dupuis, propriétaire de tous les personnages qui peuplent ces lieux. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ça y est, la saison a démarré. Il y a 2 ans, il reprend en main la gestion du parc. Dupuis veut à tout prix éviter le naufrage et sauver le soldat Spirou, son héros emblématique. Le premier héros de la maison, historiquement, c'est Spirou, évidemment, puisque le principe du journal de Spirou, c'était de retrouver chaque semaine une aventure de Spirou. Créé en 1938, Spirou sera vite rejoint par d'autres personnages qui vont faire la fortune de l'éditeur belge. Le Marsupilami, 4 millions d'exemplaires vendus. Boulet Bill, 29 millions. Les Schtroumpfs, 20 millions. Ou encore Lucky Luke, le cow-boy solitaire, et ses 36 millions de ventes. Dupuis, devenu 90 ans plus tard, un poids lourd mondial de la bande dessinée.
Le best-seller de la Maison Dupuis, ça reste notre milliardaire au grand cœur, l'Argo Winch. On en vend 250 000 à chaque nouvel exemplaire. Dupuis, c'est 400 personnages, c'est 4500 titres à notre catalogue et c'est plus de 4 millions de bandes dessinées qui ont été vendues l'an dernier. Pour sauver son parc, Dupuis va remettre 30 millions d'euros sur la table. Premier chantier, faire rêver les visiteurs en les immergeant dans l'univers de ses BD préférés. On va aller là. Là, on a repris par exemple des scènes qui sont les scènes du chariot. Donc on leur retrouve bien un chariot ici, dans l'esprit. Et puis on a mis du sable, on a mis de la végétation qui vient du désert. Pour 300 000 euros, le parc a reconstitué la ville de Lucky Luke, telle que son dessinateur Maurice l'avait imaginée il y a 70 ans. Qu'est-ce qu'on a dans une rue de Lucky Luke? On a un hôtel saloon avec le photographe, la danseuse de saloon. L'épicerie, on l'a sortie de sa case et elle est arrivée dans le parc. Là, on retrouve bien l'épicier qui est là. C'est vraiment, là, on est plongé dans l'univers de la bande dessinée et c'est fidèle. Notre objectif, justement, c'est de donner vie aux personnages, c'est de donner vie aux bandes dessinées. Le manque d'ambiance, c'était l'une des critiques des clients à l'ouverture. Alors que pense-t-il de ce changement de décor? On se croirait au Far West un peu. On se croirait dans un western. Dans un western. On va aller à tout coin de rue, on va rencontrer Lucky Luke peut-être. Apparemment, Alexandra, ses enfants et ses amis sont plutôt satisfaits du résultat. Ah, les décors, attends. Les décors, c'est top, hein, ça y était pas, ça. On a l'impression d'être dans le désert un peu. Non, c'est sympa. Moi, je trouve que voilà, quand on rentre dans le parc, on n'est plus dans la réalité, quoi. Il faut qu'on soit dans la bande dessinée. Allez, c'est là-haut. Certaines illusions coûtent bien plus cher que d'autres à mettre en place. Prenez cette jungle un peu plus loin. C'est là que vit en principe une famille de marsupilamis. Regarde, ils ont mis plein de... les animaux. Écoute, il y a le bruit et tout, t'entends? Oh les gars, on est dans la jungle. Un tour de magie à 1,5 million d'euros. Voilà ce que le parc a dépensé pour donner vie à l'habitat du marsupilami, reproduire sa bande dessinée dans les moindres détails. Il a également fallu planter 200 arbres, 1 millier d'arbustes, installer cette cascade et des brumisateurs pour le plus grand plaisir des visiteurs. Avant, il n'y avait pas d'ombre. Donc tu viens l'été, je te dis pas comme tu avais chaud. Franchement, je valide. Donc sur 10, on dit quoi On dit 9. Il faut toujours qu'ils sait. Si on leur dit 10 d'entrée, ils vont plus rien faire. Donc 9. 9, voilà. À la sortie de la jungle du Marsu, même les plus sévères des visiteurs sont ravis de cette métamorphose. Alors, franchement, c'est sympa, ils ont bien investi, franchement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. Quand on était venu avant le Covid, ici, c'était un espace vide. Maintenant, quand on vient et que l'on paye une entrée, on paye pour quelque chose. Voilà. Il aura tout de même fallu que Spirou investisse des millions d'euros supplémentaires pour regagner les faveurs du public. Oh, je suis allergique à l'eau, alors arrêtez! Pour rentrer dans ses frais, il doit maintenant attirer 280 000 visiteurs par an. S'il veut ensuite faire des bénéfices, il va falloir qu'une équipe de vendeurs pas comme les autres sache se montrer convaincant. Dix jours avant l'ouverture du parc, c'est répétition générale pour cette dizaine de saisonniers triés sur le volet. Spirou leur a confié une mission capitale. Ils vont devenir les mascottes officielles du parc. Je veux des athlètes, je veux des performeurs. C'est un marathon, ça va être long, ça va être de l'émotion, ça va être quelque chose de assez physique aussi. Voilà, il y a des conditions de chaleur ou de fraîcheur. Donc c'est très important pour nous qu'ils soient prêts. Vous les avez les costumes? Ouais. Et voilà ce qu'aucun parc d'attractions ne veut jamais vous montrer, l'envers du décor. Le moment où tous deviennent les héros préférés de milliers de personnes. Moi, on peut m'appeler Monsieur Marsu, je suis clairement plus ambre, hein. Je rentre dans mon personnage et voilà, c'est parti. Là, j'enfile le faux corps, c'est histoire de donner un peu plus de volume au personnage. Quel personnage, du coup? Bill. Chaque costume pèse une dizaine de kilos. Une fois enfilé, les règles sont strictes. Est-ce que vous avez la possibilité de parler? Non, une fois dans le costume, on ne peut plus parler. Tout est avec les gestes. Si vraiment ils sont pas bien, ils nous croisent les bras. C'est toute la difficulté d'être une mascotte.
Parvenir à faire passer une émotion sans prononcer le moindre mot. Mettez-vous bien en face du miroir, bien en miroir. Et le plus important, voilà, pensez bien que là, c'est plus votre corps, c'est le corps du personnage. Donc l'amplitude, d'accord, n'hésitez pas à exagérer. Chaque mascotte doit faire ressortir sa personnalité et tout est codifié. Prenez Spirou par exemple. Il est poli, serviable et galant. C'est le représentant du parc. Tout le monde voudra le rencontrer, alors pas question de faire mauvaise impression. Souvent, les gens vont vouloir avoir un contact avec vous. Donc effectivement, le petit check qui est de rigueur. Hop. Alors qu'est-ce qu'on aime bien chez Bill? On aime bien un peu son corps comme ça, son côté un peu sympathique, son côté chien. Tout le monde adore les chiens. Souvent, les gens vont arriver, effectivement, vous voir et dire « Oh là là, Bill, t'as des grandes oreilles !» Voilà, hop, on peut jouer avec, etc. Super. OK. Ces mascottes devront être fin prêtes pour le moment que tous les visiteurs attendent. Et alors, Bill, regarde, une jeune fille veut une photo, comment on fait? C'est très important, les gens veulent repartir avec une photo, donc on travaille là-dessus, forcément. Chaque personnage a sa pose officielle. Autre difficulté, si les mascottes sont muettes, elles sont aussi quasi aveugles. Allez, n'hésite pas. Voilà, t'es un cow-boy, tac, tac, exagère. Voilà, parfait. Mettez-vous un instant à la place de Lucky Luke. La particularité de Lucky Luke, c'est qu'en fait, il va avoir une visibilité vraiment très basse. Donc du coup, en fait, voilà, il voit au niveau du sourire. Un champ de vision très limité. Et pourtant, les mascottes devront avoir l'œil. Le business du parc en dépend. Dès que tu as moyen de rencontrer quelqu'un, de faire un contact physique, etc., tu n'hésites pas. Plus on plonge le public dans les aventures et plus il a envie de repartir avec. Et ça, c'est important pour nous parce qu'il peut repartir avec une bande dessinée, une peluche. C'est les meilleurs vendeurs finalement, ceux-là. Ils sont top, ils contribuent à l'émotion qu'on peut procurer dans le parc. Des personnages sympathiques, ce serait donc la clé pour pousser les visiteurs à la dépense. Quel intérêt cette chorégraphie, Hervé? L'idée, c'est de pouvoir, à terme, mettre tous les personnages ensemble et puis créer une super ambiance avec les enfants et d'aller vers une parade avec tous nos personnages. Pendant 6 mois, les mascottes vont multiplier les apparitions Tadam! Aux endroits stratégiques du parc. Mais ces ambassadeurs en peluche parviendront-ils à booster les ventes de souvenirs, comme l'espère leur employeur? À 30 minutes de Mulhouse, dans l'est de la France, c'est bien souvent le nez en l'air que la journée commence pour ces visiteurs en quête de sensations. Bah oui, ma caille. Oh là là. Il est tout en haut, hein. Regarde-le. Voilà ce que tous sont venus découvrir, l'impressionnant ballon du parc du Petit Prince. On va faire un petit tour, hein? Après plus de 2 heures de voiture, c'est maintenant la voie des airs qu'Aline, Ludovic et leurs 2 filles qu'ont emprunté. Ah ouais, là on va tout voir, ouais. Il monte haut quand même, hein? Allez, c'est parti. Pour lancer la saison, le premier parc aérien au monde a cassé les prix. 15 € l'entrée au lieu des 23 habituels. C'est une super offre hein, pour l'ouverture, hein, donc comme ça attire du monde. Hein. Le Petit Prince, un parc familial destiné aux plus petits, avec ses manèges bon enfant, et les animaux qui peuplent l'œuvre de Saint-Exupéry, comme le célèbre mouton. On dirait moi quand je me réveille le matin. Mais ce qui plaît le plus aux adultes, c'est de pouvoir s'offrir un tour de ballon à prix cassé, quand un vrai voyage en montgolfière peut coûter jusqu'à 200 €. Mais on est venu vraiment pour faire la montgolfière, quoi. L'attraction phare de toute façon du parc. Donc, Quand on prend l'autoroute, on la voit, donc ça donne envie. Ça donne envie d'y aller, quoi. C'est parti, mon kiki. C'est d'un bonjour. Le ballon embarque à chaque voyage une vingtaine de passagers. On n'a pas peur, on y va. Hein? Allez. Au moment de monter à bord, Aline, la mère de famille, n'emmène pas large. Pensez à bien vous tenir pour le décollage. C'est pas mal, hein, 150. Oh purée. Qui c'est qui flippe? Mais non, ça va bien se passer. Le ballon grimpe jusqu'à 150 mètres d'altitude. De quoi offrir l'une des vues les plus spectaculaires sur la campagne alsacienne. Oh, regarde, c'est beau, regarde, Inora. Tout au fond, regarde les montagnes.
Des maisons. Le voyage dure une dizaine de minutes avant que la nacelle ne ramène ses passagers sur le plancher des vaches. Ce ballon, c'est avant tout un rêve d'enfant. Celui de Mathieu Gobi et Jérôme Giacomoni, les patrons du parc. Il faut croire que le destin avait prévu de les réunir. Les deux amis sont nés le même jour, de la même année. Bonjour, super météo, ça va? Super météo là. Oui, super. Et c'est ensemble qu'ils ont inventé ce ballon, pas comme les autres. Ah c'est bien, ça cartonne. Ça monte, ça monte, ça monte. Bonjour, c'est Au départ, on était deux ingénieurs qui sortaient d'école. On avait cette passion pour la montgolfière. Et l'idée, c'était de la faire partager au plus grand nombre. Il y a plus de 20 ans, ils mettent au point un système inédit qui va démocratiser les vols en ballon en les automatisant. Donc le ballon est gonflé à l'hélium. C'est pour ça qu'il veut monter. Il tire la nacelle. Et après, pour le faire redescendre, on a donc ce câble qu'on enroule sur ce treuil. Vous voyez là, c'est une machinerie, un peu comme une machinerie d'ascenseur. Cette machine, à plus d'1 million d'euros, a tout de même un gros défaut qui a vite le don d'agacer les clients. On arrête les vols. Le vent s'est levé, Nicolas, le pilote, doit clouer le ballon au sol. Ah, messieurs, dames, Ah non. on va devoir arrêter les vols, il se peut que ça soit que temporaire. Ça fait 1 heure qu'on attend quoi. En moyenne, 3 vols sur 10 sont annulés à cause du vent. Et ce n'est jamais bon pour les affaires. Alors, nos deux inventeurs ont trouvé le moyen de défier les caprices de la météo tout en gagnant quelques euros de plus au passage. Grâce à leur dernière création, l'aérobar. Quel que soit le temps, les pieds dans le vide, vous pouvez siroter une boisson dans les airs. Rien de tel pour faire décoller les ventes à la buvette du parc. Avance. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît. Moi, un granita cerise framboise et décolletant. Donc ça nous fait 12,40 €, messieurs, dames, s'il vous plaît. Comme un visiteur sur 3, Aline et les siens craquent pour le cocktail boisson ballon. Là, on est sur le goûter, on se fait un petit plaisir, voilà. Et voilà, merci. À peine 2 minutes plus tard, Oh là là. Si, ça va. Aline se retrouve à 35 mètres au-dessus du sol. J'ai pas de tomber dans... Non, t'inquiète. Non, non. Côté sud, la ville de Mulhouse. Et en second plan, en bas des montagnes, la ville de Colmar. Ça fait pas comme le ballon. Là, tu vois, t'es assis, je sais que j'ai les pieds dans le vide. Ouais, là c'est peut-être ça, oui. Ah oui. Si les deux amis ont pu investir 17 millions d'euros pour bâtir un parc dédié à leurs ballons, c'est parce que leurs inventions se vendent dans le monde entier et leur rapportent des fortunes. Ça va. Leur aérobar, par exemple, on le retrouve aujourd'hui à Tulum, au Mexique, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et même à Las Vegas. Les États-Unis, devenus l'Eldorado de nos deux inventeurs français. C'est à 8000 km de l'Alsace, sur la côte ouest des États-Unis, que Jérôme Giacomoni espère décrocher de nouveaux contrats. Des millions de dollars sont en jeu, rien de tel pour lui donner le sourire. Moi, à chaque fois que je suis aux États-Unis, je suis heureux. C'est pas compliqué, j'adore ce pays. Donc les Américains sont extrêmement francs et droits. C'est très agréable de travailler avec eux. Il est arrivé à San Diego, au sud de la Californie, 3 jours plus tôt. C'est ici que l'aventure américaine de Jérôme et Mathieu a vraiment commencé il y a 20 ans. Plus précisément au zoo de San Diego. Hey Pat, très heureux de te rencontrer. Comment ça va? Ça va, je suis très content. Je suis impatient de te montrer le parc et surtout ton ballon. Ça va être sympa. Oui. C'est ici que Jérôme a installé l'un de ses premiers ballons qu'il exploite toujours lui-même aujourd'hui. C'est toujours sympa de se promener dans un parc vide. C'est sympa de l'avoir pour soi. C'est un grand privilège. Le parc n'ouvre que dans une demi-heure. Alors Jérôme a droit à sa visite privée des lieux. 40 hectares où vivent girafes, éléphants et autres gorilles. Le zoo de San Diego, récemment élu 2e plus beau zoo du monde. Une savane californienne où Jérôme exploite lui-même ce ballon, visible à des kilomètres à la ronde. Bonjour Brie, comment allez-vous? Je suis ravi de vous voir. Bonjour, je suis contente de vous rencontrer.
On adore votre ballon. Ah, merci. Mais moi, j'adore vos gorilles. Quand mes amis passent par ici, ils voient le ballon et ils me disent « Hé, mais c'est là que tu bosses !» Et oui, c'est là. Brie est la soigneuse des 20 gorilles du zoo de San Diego. Alors, il ressemble vraiment à un homme, là. Là, t'es vraiment pas loin de l'homme. Hein. L'un des gorilles à mon âge, non? 50 ans? Oh, vous les faites pas. Ah, merci, merci. Mais plus que les gorilles, Jérôme est surtout venu jeter un œil à l'un de ces ballons les plus rentables au monde. Ah, voilà le ballon, Pat. Le voilà. Super le nouveau design. Regarde un peu la vue. Aussi fantastique que la vue. Les profits générés par ce ballon. Depuis 20 ans, il rapporte des millions d'euros. Un ballon comme celui-ci a été un investissement d'à peu près 1,5 million de dollars et le chiffre d'affaires ici du site est à peu près $1 million, 900 000 à $1 million par an de chiffre d'affaires. Sur cette somme, Jérôme reverse 10% aux zoos de San Diego, qui en plus profitent du ballon pour attirer plus de visiteurs. Combien avez-vous payé? 20 $ chacun. Vous pensez que ça les vaut? Ça, on vous le dira dès qu'on sera redescendu. 19 € pour monter dans le ballon, en plus des 57 € de l'entrée du zoo. On décolle. Aux États-Unis comme en Alsace, c'est la même magie qui opère. La vue est superbe. Oh, c'est marrant, les gens sont tout petits. Oh, je vois des cochons. C'est un super concept. Je regrette pas du tout qu'on soit venu. Une vue imprenable sur le zoo de San Diego et à des kilomètres à la ronde. Chaque année, 50 000 Américains prennent place à bord du ballon des deux Français, qui 27 ans plus tôt n'auraient jamais osé imaginer conquérir un jour le monde. En 1995, leur devinant un brillant avenir, Capital avait déjà croisé la route de ces deux inventeurs. Ils terminaient alors leurs études d'ingénieur. Mathieu et Jérôme ont à peine 27 ans. Ils sortent de Polytechnique avec un rêve en tête, rendre accessible leur passion de la montgolfière au plus grand nombre. Bon, maintenant on va plus s'arrêter, on va monter le ballon jusqu'en haut, donc tout le monde à son poste. Problème, aucune banque n'accepte à l'époque de les suivre dans leur aventure sans une grosse mise de départ. Les jeunes gens se retournent alors vers leurs anciens camarades de promotion. Tous se souviennent des balades en altitude. Ils sont 70 à répondre à l'appel. On avait plein de copains de promo qui ont tous mis 1000, 2000, 5000 francs. On a fait un happening à l'école des ponts, on a fait un buffet corse. On a fait une grande souscription. Avec beaucoup de vin et puis en avant. Ils parviennent à récolter une petite fortune, l'équivalent de 200 000 de nos euros. Leur business peut enfin décoller. « 30 ans plus tard, une centaine de leurs ballons flottent à travers le monde. Et c'est maintenant leur dernière invention, l'aérobar, qui fait craquer un à un les pros des loisirs aux États-Unis. À 2 heures de route du zoo de San Diego, un projet à 150 millions de dollars s'apprête à sortir de terre sur le port de Los Angeles. Et Jérôme y a peut-être déjà sa place au soleil. Donc là, on voit l'aérobar déjà sur les affiches. Donc c'est bon signe, ça veut dire que le développeur immobilier imagine déjà un aérobar. Son concept de bar aérien devrait en principe faire partie de cette nouvelle zone de loisirs au bord du Pacifique. Les travaux n'ont pas encore commencé, mais Jérôme, lui, s'y voit déjà. L'aérobar va être à l'endroit un peu au-dessus. Et là, ça va être remis bien propre avec ce qu'ils appellent un boardwalk, c'est-à-dire un endroit où les gens se promènent le long des quais, tout du long, et l'aérobar sera là. Et donc, imaginez la vue, regardez-moi ça. Pour faire des affaires aux États-Unis et décrocher des contrats, Jérôme a dû appeler en renfort ces deux hommes, qui se chargent de lui trouver des clients. Hey Bill, Howard, how are you?
Very happy to meet you again. Hello, Howard. Howard et Bill sont des apporteurs d'affaires. Good to see you. Good to see you. Ballon ou aérobar, le duo prend 10% sur chaque vente qu'il trouve à Jérôme. Plus de 100 000 $ à chaque fois. Ils ont convaincu les promoteurs du futur port d'acheter un aérobar à 1 500 000 €, séduits par les promesses de rentabilité du manège. J'ai vu qu'à Las Vegas, ils font payer 26 $ le tour avec boisson et 18 $ 100. Ici, tu peux vite rentrer dans tes frais, crois-moi. À Dubaï, ça leur a pris que 2 ans. Et ils gagnent tellement d'argent qu'ils veulent en mettre un deuxième à 10 km du premier. A priori, en Californie, l'aérobar ne devrait pas non plus manquer de clients. Ici, ce n'est pas l'argent qui manque quand on veut prendre du bon temps. Quand tu vois les prix, là, tu as vu, c'est un restaurant le plus simple possible. Ils vendent la moindre plat, 19 $, 20 $. Et là, il n'y a pas les taxes. Là, tu es à 75 $. Et donc, le moindre plat vaut 50 $. Lui, il va vendre son vol probablement entre 15 et 25 $. Pour le pouvoir d'achat ici, en Californie, c'est rien. Mais le chantier a pris du retard. Et Jérôme aimerait bien que son client le rassure. Il n'a pas encore formellement passé commande. Hello. Jérôme, ravi de vous rencontrer. Jérôme, ravi de vous rencontrer. Jeff Brown, le promoteur du projet, tient absolument à son aérobar pour se distinguer de la concurrence. Il y a beaucoup de projets dans le sud de la Californie. C'est un marché saturé, très compétitif. Tous les promoteurs sont à la recherche d'un truc spécial et différent qui va attirer du monde chez eux. Quelque chose qui se voit de loin et d'unique. Ça va nous permettre de sortir du lot. On parle de quand pour l'ouverture? 2024, tu dirais? Ouais, une ouverture pour le premier trimestre 2024. Si tout se passe comme prévu, l'aérobar de Jérôme devrait bientôt s'envoler vers Los Angeles. Et c'est une autre ville, l'une des plus mythiques au monde, qu'il espère bien conquérir dans quelques semaines. Chez Astérix, les bonnes nouvelles peuvent vite se transformer en des soucis supplémentaires. 6500 visiteurs ont déjà répondu présent. C'est pourtant le moment où les ennuis commencent pour le parc. Les files d'attente s'allongent dangereusement. 3 quarts d'heure. Bah là, ils m'ont dit 50 minutes. De toute façon, les grosses attractions, là, c'est où il y a le plus d'attente. Grosso modo, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc... Lors des journées les plus chargées en été, c'est même bien plus long. Jusqu'à 1h30 d'attente pour monter à bord d'Osiris, le grand 8 à looping, le plus spectaculaire des lieux. Un supplice pour les visiteurs, mais aussi pour Sébastien Retailleau, le directeur du parc. Des clients qui stagnent dans les files d'attente, c'est très mauvais pour ses affaires. L'attente, c'est le problème numéro 1 dans un parc d'attractions. Parce que pour que le visiteur ait le sentiment d'en avoir pour son argent, on dit qu'il faut entre 10 et 12 attractions par visiteur, 12 activités par visiteur. D'après les études menées par Astérix, si un client ne fait pas au moins 10 tours de manège, il s'estime lésé et ne remet pas les pieds dans le parc. Un danger pour Astérix. 70% de sa fréquentation repose sur des clients qui reviennent d'une saison sur l'autre. Pour régler ce problème, le directeur a fait appel cette année à la plus célèbre des reines d'Égypte, Cléopâtre en personne, qui 8 fois par jour arrive avec toute sa cour. Et d'un seul coup, les gens voient bien qu'il se passe quelque chose. Donc ça fixe l'attention, on suit. Immédiatement, le compteur activité dans leur tête s'est déclenché. C'est ça qui est intéressant. Dans l'esprit des visiteurs, cela compte donc presque comme un tour de manège. Mais ces 7 minutes de spectacle servent également un autre dessein. Tout le monde va s'arrêter ici. Les gens stoppent, ils ne sont pas dans les files d'attente. Après, vous avez moins de gens qui rentrent, donc on va continuer à débiter le nombre de visiteurs. Et en parallèle, les gens n'entrent plus. Donc ça réduit le temps d'attente.
Un pouvoir de séduction tel que le parc a carrément décidé de faire d'elle la reine d'une parade à 2 millions d'euros. La mission Cléopâtre a commencé en toute discrétion 3 mois plus tôt. Il a d'abord fallu avoir du nez pour choisir la comédienne capable de porter un tel rôle. Je vais juste vous demander de prendre de l'espace. Du coup, vous êtes ici pour le rôle de Cléopâtre. Donc c'est notre nouveauté en 2022 où on incarne un des 3 postes phares. On a César en ouverture, on a les Gaulois au milieu et puis on a le char imposant de Cléopâtre à l'arrière. Merci. Ce jour de février, pour décrocher le rôle, ces 5 comédiennes vont devoir taper dans l'œil de Kevin Blandina, le responsable des spectacles, et Youn, la chorégraphe. Ok, donc on va commencer. Jouer dans un parc, ce n'est pas comme au cinéma. Bonjour, je m'appelle Marine. Je suis danseuse, comédienne. L'heureux élu devra être capable, du haut de son char, de capter le regard des milliers de visiteurs qui assisteront au défilé. C'est une joie de me présenter devant vous. Je suis danseuse, je suis aussi chanteuse. César, il est à moi. Ce qu'on attend de Cléopâtre, c'est beaucoup de présence dans le regard, une gestuelle très prononcée, quelque chose de royal. On doit comprendre que c'est Cléopâtre qui arrive, que c'est la reine et qu'il y en a qu'une. Je pense que je suis la reine qu'il vous faut. Avec sa malice, Adeline, 23 ans, semble marquer des points. Mais Cléopâtre, c'est un rôle muet. La candidate doit maintenant envoûter le jury sans prononcer le moindre mot. Oh, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Youn, la chorégraphe, est submergée par l'émotion. Oh, tu vois? Elle est solaire. Trop. L'affaire est entendue, Adeline devient la nouvelle reine du parc. Elle n'a même pas besoin de sourire en fait. Ouais. C'est charisme, élégant, chic et tout. Elle n'a même pas besoin de sourire. Merci. Avant son sacre face au public, Adeline va maintenant enchaîner les répétitions pour un cachet de 120 € brut par jour. Les semaines ont passé, il ne reste plus que 48 heures avant la réouverture du parc aux visiteurs. C'est un jour important. La répétition générale du nouveau défilé gaulois va commencer. Dans sa loge, Adeline a changé de visage. Ça y est, vous la reine d'Égypte, Adeline? Ça y est, avec la couronne tout de suite, c'est beaucoup plus prestigieux. Sur le parcours du défilé, les visiteurs n'auront que quelques secondes pour admirer Cléopâtre sur son char. Alors pour éblouir le public, le parc a mis le paquet. Le costume de Cléopâtre en entier, on est à peu près à 4 000 € pour un costume. Et on a trois jeux de costumes. Donc on ne peut pas lésiner sur les moyens et sur le visuel. C'est un visuel qui doit plaire, qui doit faire rêver. Le but de la parade reste avant tout de proposer une activité de plus aux visiteurs et de désengorger les files d'attente le temps du défilé. Allez, let's go, c'est parti! Pour y parvenir, Kevin a dû recruter une trentaine de danseurs, de comédiens et même d'acrobates. Bonjour Obélix. La plus grosse dépense pour Obélix, la voilà. C'est 3 chars. Il y en a pour près d'1 million €. C'est la première fois de son histoire que le parc propose un défilé d'une telle ampleur. Et ni Cléopâtre, ni Kevin ne vont avoir le droit à l'erreur. Ils s'apprêtent à marcher sur les plates-bandes du roi incontesté des parades en France, le célèbre Mickey. Disneyland Paris attire chaque année 10 millions de visiteurs qui peuvent assister à cette parade unique en Europe. Une armée de princesses de contes de fées et de héros de dessins animés dansent sur des chorégraphies réglées au millimètre. Chaque jour, derrière celui de Mickey et ses amis, 7 chars, plus spectaculaires les uns que les autres, comme ce dragon mécanique. Cela fait 30 ans que Mickey perfectionne
sa formule magique. Chez Astérix, en revanche, c'est une grande première. Il reste 1 minute et c'est parti, top défilé, on y va. Merci. Tout doit être réglé au cordeau. Mais un petit grain de sable pourrait tout faire dérailler et personne ne s'en doute encore. À commencer par Youn, la chorégraphe. Notre Cléopâtre, t'as vu, ça c'est super bien. Et puis voilà, c'est un bon résultat, je suis très contente. Si Cléopâtre joue bien son rôle, un autre paramètre inquiète Kevin, la conduite de ces chars qui mesurent jusqu'à 14 mètres de long. Cachés dans la structure, les pilotes vont-ils avoir le coup de main pour manœuvrer sans encombre dans les allées du parc? C'est important, c'est une grosse machine pour toute l'équipe et c'est quelque chose à rôder absolument. Le parcours a été dessiné pour que les chars terminent leur progression vers le lieu le plus rentable d'Astérix. Ah, le défilé, oui, se termine dans la Via Antica et du coup, ça ramène nos visiteurs effectivement vers les magasins, les points de vente, les points de restauration. Sur le papier, une excellente idée. Mais au bout de la rue, il y a un détail auquel personne n'avait pensé. Ce virage trop serré que le chauffeur n'arrive pas à négocier. C'est un passage un peu délicat, oui, pour le char gaulois qui a un axe de braquage qui est assez réduit. Donc oui, c'est un passage un petit peu étroit pour lui. Pour faciliter la manœuvre, pas le choix. Il faut évacuer Astérix, Obélix et leurs amis du char gaulois. Le genre de faux pas qu'il faudra à tout prix éviter dans 48 heures, quand le parc sera plein de visiteurs. Oh, attention, attends, viens. Mais pour son premier tour de piste, notre chauffeur n'est pas au bout de ses peines. Tout droit, tout droit. Laisse encore par là, laisse encore là. Il lui reste à franchir cet étroit portail pour rentrer au garage. Tout droit, tout droit. Et passer au centimètre près, vas-y. Stop. Au risque d'endommager ce char à 460 000 €. Vas-y, braque encore. Vas-y. Quelques manœuvres plus tard, les chars peuvent enfin se garer en attendant le grand jour. Plus de peur que de mal, on peut souffler. 10 000 visiteurs sont attendus pour la première de la parade. D'ici là, le parc Astérix ne perd pas une occasion de rentrer dans ses frais. Et il n'y a pas de petit profit. Une fois par an, a lieu une vente exceptionnelle. L'une des boutiques souvenirs ouvre alors un rayon quincaillerie, pas comme les autres. C'est un clou du manège Le Tonnerre de Zeus. Ces gros clous rouillés sont des reliques de l'ancienne version du Grand 8. Vendus 2 € pièce, certificat d'authenticité compris, ils trouvent vite preneur. Oh, c'est très raisonnable, 2 €, c'est abordable. Pour les enfants, c'est sympa. On peut en prendre un par enfant, ça leur fait un souvenir à eux. Ça fera 8 € s'il vous plaît. Aussi surprenant que cela puisse paraître, merci. Des dizaines de personnes ont fait le déplacement pour s'offrir un morceau du Grand 8, vendu façon puzzle. On trouve des câbles à 10 €, des axes de roue des anciens wagons à 50 € et même ces étranges blocs de bois qui fascinent les collectionneurs. C'est des morceaux de piste de Tonnerre de Zeus. D'accord. Attraction en bois et le train roulait là-dessus. Vous avez payé ça combien? C'est 20 € le morceau de piste. 20 € le morceau de piste. On passe devant dans la maison, on se dit ah tiens, Tonnerre de Zeus. Voilà. Mais l'article qui attire toutes les convoitises, c'est une pièce rare. Cet authentique wagon du Tonnerre de Zeus. Mis en service en 97, il pèse près d'1 tonne et coûte 950 €, livraison non comprise. Ouais, ça marche, c'est gentil, merci. À 39 ans, Pascal est tellement passionné de Grand 8 qu'il possède déjà un autre wagon chez lui. On va faire la longueur. Et il rêve d'étoffer sa collection. Pascal, on sent que vous avez le sourire.
Oui, parce que c'est une pièce unique. Et le fait qu'ils vendent un wagon, c'est pas donné tous les jours, quoi. C'est vraiment le train de mon enfance, on va dire, ce qui m'a fait aimer tout ce qui est les roller coasters, les wooden, justement montagne russe en bois. Et c'est un peu le Graal, en fait. Hein. Allez, 950 € si vous voulez. Pascal, vendeur de meubles, vient de dépenser la moitié de son salaire mensuel de 1 900 €. Merci. Ma collègue, elle va prendre rendez-vous. C'est une sacrée somme quand même. C'est une sacrée somme, oui. C'est une passion qui revient cher. Il n'y a pas un wagon acheté, un wagon offert non plus? Ah, ça c'est bien essayé. Non. Ça fait beaucoup quand même. Là, c'est beaucoup demandé. Quelques jours plus tard, et un nouveau chèque de 600 € pour la livraison, le précieux wagon rejoint le jardin de notre collectionneur, ravi d'avoir un peu de l'histoire d'Astérix sous ses fenêtres. Hey! Dans le parc du Petit Gaulois, c'est l'heure de la grande première en public. Cléopâtre tient enfin son moment de gloire pour le plus grand plaisir des milliers de spectateurs. C'est magnifique. Ah oui, ça me plaît. C'est original, ça change. C'est vraiment bien. Pascal, le collectionneur, a bien sûr fait le déplacement. Ouais, super, franchement. C'est une grande première. Génial. Alors que les visiteurs n'en loupent pas une miette, Sébastien Retailleau, le directeur du parc, lui, n'a pas un regard pour sa star Cléopâtre. Il préfère scruter de loin le comportement de ses clients. Les gens ont l'air contents. Oui, très contents. Je pense très contents. Il y a du monde, hein, sur tout le parcours. C'est vraiment une très bonne chose. Apparemment, son plan fonctionne comme prévu. Car le but de la parade, souvenez-vous, c'était avant tout de vider les files d'attente. Bon nombre de gens viennent, suivent, et ça c'est chouette, quoi. Voilà. C'est exactement le phénomène de ruche un petit peu qu'on attendait. En termes de flux, ça éparpille vraiment partout nos visiteurs. Donc encore une fois, notre objectif majeur, c'est sortir les visiteurs des files d'attente, leur éviter d'avoir trop d'attente et leur proposer des alternatives encore plus sympas à voir, quoi. Pour son premier jour d'ouverture, le parc a enregistré une fréquentation de 6 900 visiteurs. Bon retour à vous, messieurs, dames, merci. Un score plutôt faible pour Astérix, mais qui aurait de quoi assouvir les rêves les plus fous d'un autre parc. À 150 km de là, près de Cambrai, dans le Nord, 3 mois avant l'ouverture de son parc, Teddy, le patron, vit un grand jour. Il vient de réaliser l'affaire du siècle grâce à cet homme. Ça va? Tu vas bien? Une vraie montagne russe dans ses moyens. De quoi peut-être jouer enfin dans la cour des grands. Et les potences, là, on a tout le reste, tout est arrivé. Ouais. Tout est arrivé, on a tout, on a les contrepoids, tout est arrivé. Pour l'instant, difficile de s'imaginer que cet amas d'acier est un futur manège à sensations. Alors, notre nouveau jouet. Alors ici, on a vraiment l'ossature, hein. L'ossature globale. Comme un meuble à monter soi-même, son attraction lui est livrée en kit, avec sa notice d'assemblage. Alors là, il est noté 8D, et qui du coup vient sur le plot 8D, qui est ici. Oui, il est noté, c'est celle-ci, 8D, voilà. Donc en fait, on sait que ce piquet-là vient sur cette platine-là. C'est un petit peu comme un Lego, comme un mécano. Plus un mécano qu'un Lego, effectivement. Plus un mécano qu'un Lego. C'est un peu un retour à un jouet d'enfant, en fait, on va dire. Si Teddy n'a pas la puissance de frappe d'Astérix, il peut tout de même compter sur le flair de Nicolas, un négociant pas comme les autres. Oui, tout à fait. En fait, on a fait une très belle affaire. En fait, on a eu une proposition que Nicolas nous a trouvée sur un coaster. Là, c'est un coaster qui va coûter aux alentours des 950 000 € aujourd'hui. Nous, on l'a eu aux alentours des 150 000 €. Voilà. D'accord. Bradé. Pas bradé, mais effectivement, à très bon prix. À très bon prix. Donc, effectivement, c'est une très bonne affaire pour nous, en fait. 150 000 € au lieu de 950 000. Il faut dire que ce manège ne sort pas d'usine, c'est une seconde main qui s'apprête à entamer une nouvelle carrière. Avant d'arriver en France, la montagne russe a vécu une première vie à plus de 1000 km de là, à Carbridge, au nord de l'Écosse.
Au Landmark Adventure Park, depuis 2012, ce Grand 8 que vient d'acheter Teddy était l'attraction phare. Mais cet hiver, le parc écossais a décidé de mettre le manège sur le marché de l'occasion, à un tarif défiant toute concurrence, 6 fois moins cher que sa valeur à neuf. Pourquoi vous l'avez eu à ce prix-là ? Alors aujourd'hui, le parc voulait s'en séparer pour différentes raisons, mais donc nous on a sauté sur l'occasion. On n'a pas cherché, on a dit bingo. La raison pour laquelle le parc l'a payé moins cher a fait la une de la presse outre-Manche. Le 12 août 2021, l'un des wagons du Grand 8 déraille, blessant légèrement 2 enfants. L'enquête démontre dans la foulée que le manège n'est pas en cause mais que l'accident est dû à une erreur humaine. Mais le parc écossais décide de se séparer de l'attraction. Avant de commencer une nouvelle vie au Fleury, le Grand 8 sera inspecté de fond en comble par un organisme de sécurité indépendant pour être sûr qu'il ne présente aucun danger pour les visiteurs. Nous on a gratté un petit peu, vous doutez bien qu'on n'est pas parti un peu comme ça dans tous les sens. On a gratté et on s'est rendu compte qu'en fait c'était vraiment une histoire de maintenance sur les techniciens qui n'avaient pas, l'ancien parc, on ne va pas les blâmer, mais qui n'étaient pas à la hauteur sur la maintenance de ces attractions en fait. Donc différents rapports l'ont prouvé et différents organismes qui ont été ont prouvé que c'était la maintenance qui avait posé un gros souci. Et du coup, ça vous permet de faire une bonne affaire aussi, quoi. Le fait qu'ils doivent s'en séparer, quoi, parce que vu qu'il y a eu cet accident... Ça fait partie parfois de ce qui crée les opportunités, effectivement. Cela peut surprendre, mais ce genre d'opportunité est fréquente dans le monde des manèges d'occasion. C'est ainsi que Teddy a pu s'offrir cette année une deuxième nouveauté en plus de son Grand 8. La conséquence inattendue d'un drame qui s'est produit à l'autre bout du monde. Un terrible accident vient de se produire à la feria de Chapultepec. Le procureur de la ville de Mexico confirme la mort de 2 personnes et l'hospitalisation de 2 autres victimes. En octobre 2019, à Mexico, un tragique accident fait 2 morts sur ce Grand 8 à looping. Suite au drame, le gouvernement ordonne la fermeture définitive du parc. S'ensuit une vente hors du commun. Ces dizaines d'attractions se retrouvent d'un seul coup sur le marché de l'occasion. Le tourbillon est à la vente pour 790 000 $. Le parc liquide toutes ses attractions. Dans cette vidéo internet façon téléachat, tout doit disparaître et il y en a pour toutes les bourses. 238 000 € l'attraction aquatique. 90 000 pour ce manège. 27 600 € pour s'offrir ces autotamponneuses et 29 000 € pour cette petite roue enfantine avec ses 6 nacelles. Et après, il y a tout l'aménagement en termes d'espace vert derrière qui va arriver en fait. La petite roue de Mexico, repeinte en vert, vient d'arriver dans le nord de la France. Teddy a encore une fois fait une bonne affaire grâce à Nicolas, son négociant en manège d'occasion. Alors cette attraction, cette roue, on l'a eue à 29 000 €, alors que neuve, elle vaudrait 70 à 80 000 €. Payer 70 000 € pour une petite attraction comme celle-ci, inaccessible pour Teddy, qui n'a tout simplement pas les moyens de s'acheter du neuf. Tout le monde voudrait qu'on ait des nouvelles attractions tous les ans, en grand nombre, sauf qu'une attraction, c'est 70 000 €, et plus elle grossit, plus le prix monte. Donc c'est pas si facile que ça, avoir des nouveautés tous les ans, en fait. D'où l'importance de l'occasion et de réussir à toujours trouver des bonnes occasions. Mais ces bons plans vont en réalité lui jouer bien des tours. Quelques mois plus tard, après une première journée d'ouverture cauchemardesque, le public semble enfin répondre présent en ce week-end du 1er mai. Et ben voilà, là il y a du monde, le retour comme il faut, c'est parti. Ce n'est pas du tout la même chose que la dernière fois. Qu'il y ait du monde, qu'il y ait des cris, qu'il y ait de la joie, c'est le principal. C'est typiquement ce qu'on attend et ce qu'on recherche en ouvrant un parc d'attractions en fait. Pour l'instant, Teddy garde le sourire. Mais il y a une ombre au tableau que certains visiteurs ne vont pas manquer de remarquer. Ouais, c'est franchement, j'ai envie de le faire. Derrière ces arbres, la montagne russe d'occasion n'a toujours pas ouvert.
Vous êtes déçus qu'il soit pas ouvert? Ah, quand même. On savait qu'il devait être ouvert avant, ouais, c'est vrai que... Il devait ouvrir déjà à l'ouverture LOL 9. Dommage. Sur le papier, l'attraction était une belle affaire. Mais à ce prix-là, le service après-vente laisse à désirer. Et manque de chance pour Teddy, certaines pièces ne lui ont pas été livrées. Dommage qu'il soit pas ouvert maintenant. On a tout fait pour, on fait tout pour que ça soit ouvert malheureusement. Les pièces qu'on a commandées depuis plus d'1 mois et demi, on les attend toujours. Compliqué. Et ce n'est pas mieux du côté de sa petite roue achetée au Mexique. 2 nacelles se sont perdues en route. C'est les aléas des attractions d'occasion en fait. On se doutait bien qu'il allait avoir un retard. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi important. Malgré les attractions fermées, ce jour-là, la plupart des visiteurs seront indulgents avec Teddy. Car pour ces familles, l'existence de ces petits parcs de proximité, à moins de 20 € l'entrée, est essentielle. De toute façon, il vaut mieux qu'ils existent parce qu'il y a rien que par rapport au prix, pour faire plaisir, la proximité. S'ils n'étaient pas là, finalement, on est toujours obligé de faire plusieurs heures de route avec un budget conséquent. Que là, finalement, un samedi après-midi, on vient et ça fait plaisir aux petits. Et ils sont repartis pour le lundi à l'école, parfaitement. Ce jour-là, 300 visiteurs ont poussé les portes du Fleury. De quoi permettre à Teddy d'empocher un bénéfice de 2 500 €. Mais s'il veut assurer l'avenir de son parc, il va devoir au plus vite faire marcher sa nouvelle montagne russe. Et c'est loin d'être gagné. Au nord-est d'Avignon, chez Spirou aussi, le moment est venu de gagner de l'argent, de faire rentrer les euros dans les caisses. Il est temps d'activer un système très ingénieux. Tout commence en coulisses, là où le public ne va jamais. Le parc vient d'ouvrir et Sibyl est fin prêt. Ce n'est pas encore le cas de ses camarades. Et bonjour, c'est ça. Bonjour. Spirou, Luc et Petit Poilu. Mais chez Spirou, certaines mascottes ont plus de responsabilités que d'autres. C'est le cas des marsupilamis, en plein changement. Le parc attend beaucoup d'eux pour faire tourner ses affaires. Quelques minutes plus tard, leur drôle de numéro va commencer. Dans les allées, le public a répondu présent et comme prévu, il ne résiste pas à l'envie d'aller saluer ses héros favoris. Bill enchaîne les séances photos. S'il te plaît. Et c'est au tour de notre famille, fan de parc, Eh ben oui, on reste toujours des enfants, hein. de prendre la pose auprès du célèbre héros canin. J'ai lu les bandes dessinées comme tout le monde, mais c'est mignon, quoi. C'est bon? Ouais, merci. À 2 pas de là, au tour des marsupilamis d'entrer en scène, et pas n'importe où, juste devant l'entrée de la boutique qui leur est consacrée. Là encore, une petite foule se forme pour obtenir la photo souvenir. Allez, 1, 2, 3. Et à nouveau, la bande de copines et leurs enfants veulent immortaliser cette rencontre. Vous regardez? C'est la meilleure mascotte. La avant-meilleure. La meilleure, c'est celle de Spirou. La séance photo terminée, pas question pour les enfants de s'en aller sans avoir jeté un œil aux 148 objets dédiés aux marsus qui s'étalent sous leurs yeux. Les parents sont bien forcés de suivre. Allez, venez, on va voir. Et se rassurent comme ils peuvent. Un petit tour dans la boutique, ça n'engage à rien. Avant de rentrer, je leur ai dit, je vous préviens, on achète rien. C'est clair et précis, un simple coup d'œil et la famille repart. Mais après 5 minutes à fureter dans les rayons, voilà le résultat. Qu'est-ce que tu as choisi? Voilà. Un porte-clés, une brosse, un stylo, un jeu vidéo. Mais j'avais bien dit, on n'achète rien. Heureusement, sinon on repartait avec le marsupilami géant pour la voiture. Prix du coup d'œil, 51 €. Un client sur 3 finit par passer à la caisse dans les boutiques du parc, qui génèrent chaque année 1 200 000 € de vente. Si les marsupilamis sont les meilleurs des rabatteurs chez Spirou, une autre mascotte
a bien l'intention de leur ravir cette couronne. Le Challenger, le voilà. Un gentil monstre à casquette venu de l'espace. Blork est lui aussi un personnage de la galaxie du Puy, qui compte déjà des millions de lecteurs. C'est Kid Paddle, le monstre de Kid Paddle, Game Over. Mais ce n'est pas vraiment lui que ses visiteurs attendent, plutôt cet homme, Midam. Ah bah, il y a du monde. Le dessinateur de Blork et de tout l'univers Kid Paddle. C'est la première fois que l'auteur rencontre son personnage en 3 dimensions. Magnifique, hein? Très réussi. Il y a même une pustule sur la casquette. Ensemble, on a vendu 11 millions d'albums, des dessins animés, beaucoup de merchandising. Midam et Blork, un nouveau filon que Dupuis Allez, va travailler un peu. compte exploiter au maximum. Et on n'a pas encore pris les Kid Paddle, mais on a les Game Over. Tu vas pouvoir les acheter ici, immédiatement. Papa est là pour ça, pour t'offrir l'entièreté de la collection. Le parc a organisé une séance de dédicace avec l'un des auteurs les plus vendus des éditions Dupuis, propriétaire de Spirou. Qu'est-ce que tu aimerais comme dessin? Petit barbare. Tu veux un Blork? Mais pour repartir avec un dessin original de l'auteur belge, il faut tout d'abord s'offrir l'une de ses BD. Merci. Bonne dédicace. 10,95 € l'album, et sur chaque vente, une partie revient à l'auteur. Pour faire simple, c'est environ 1 € par album. Il faut en vendre beaucoup pour se dire qu'on commence à gagner de l'argent. Avec des albums traduits en 15 langues et déjà vendus à 11 millions d'exemplaires, Midam est un poids lourd de la bande dessinée. Ah, c'est le nouveau t-shirt, ça. Alors forcément, Spirou lui a fait de la place dans ses boutiques. Ah, j'avais pas encore vu, il est beau. Sur noir, comme ça. C'est sympa, hein? Ouais, très sympa. Midam dessine lui-même ses produits dérivés et prend une commission d'environ 5% sur le prix de vente, un peu moins que sur les BD. Et les pluches, là, tu en vends? Oui. Et l'auteur a toujours une nouvelle idée à proposer. C'est un peu osé, c'est un Blork taille crayon. Tailler le crayon, tu dois mettre le crayon dans le derrière. Effectivement, c'est osé, oui. Bon. Disons que l'idée est très bonne, mais voilà, on pourrait peut-être la repenser différemment et la tailler dans le nez, par exemple. Les bonnes idées de Midam devront attendre, car le parc Spirou a d'autres ambitions pour son auteur. Il a carrément décidé de parier 3,5 millions d'euros sur lui, en dédiant à son univers tout un nouvel espace dans le parc. De là, on a une vision directe sur l'entrée. Pour l'heure, la zone Kid Paddle n'est encore qu'un vaste chantier. Mais Hervé Lux, le directeur du parc, lui, s'y voit déjà. Alors, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Ah, mais, bon, ouais. Mais vous me donnez la chair de poule. Hein. Ça se voit pas comme ça, mais... À nouveau, c'est Midam qui a conçu les décors de ce nouvel espace de 4000 m². Le crâne du gros Blork ici, d'accord, avec les jeux d'eau. Une zone aquatique, une boutique et bien sûr un tout nouveau manège. Comme ses concurrents, petits ou grands, Spirou doit sans cesse innover au risque de lasser les visiteurs. On a aussi des taux de répétition de visiteurs qui sont assez importants. On a beaucoup de gens qui sont fidèles, on a des gens qui ont des passes annuelles, donc on doit leur reproposer des nouvelles aventures régulièrement. Et voilà le manège que Midam, le dessinateur, a imaginé pour le parc, avec un Blork comme pièce centrale. Pour le fabriquer, les patrons de Spirou ont dû traverser les Alpes et partir en Italie, à 1 heure de route de Venise, là où se trouve l'un des plus célèbres fabricants de manèges. Zamperla, l'un des leaders mondiaux du secteur, qui fournit entre autres Astérix ou Disneyland Paris. 250 manèges sortent d'ici chaque année. Hervé Lux est arrivé la veille, prendre des nouvelles du sien. Je l'avais attendu, hein, après tes 3 cafés. On l'a bien attendu, ouais, ça c'est clair. Il compte l'installer dans son parc dès cet été, et Charles, le responsable commercial de Zamperla, semble tenir les délais. Tu vois un centre de disco là, avec quelques sièges rouges? Ah, ça y est. Ah ouais, c'est top. Il est là. C'est le Disco Coaster à 1 million d'euros qui a tapé dans l'œil de Hervé, l'une des meilleures ventes du fabricant italien.
C'est peut-être un petit peu difficile pour vous de l'imaginer maintenant, mais tous les sièges sont installés, là, si vous voyez, tous les triangles qu'il y a sur la structure sont installés, donc vous faites face à l'extérieur. Une fois assemblée, voilà ce que ça donne. Une soucoupe qui tourne sur elle-même, en même temps qu'elle avance puis recule le long d'un rail. Cette attraction, un autre Français l'a déjà. Chez Astérix, il se nomme Discobélix. Hervé l'a déjà essayé, frisson garanti. Et donc par moment on a l'impression que le disque il sort du rail. Donc c'est cet effet, on va dire, de rotation qui fait que ça donne beaucoup de sensations. Ce qui fait grimper le prix du manège, c'est sa personnalisation. Il doit respecter les codes de la nouvelle zone du parc Spirou. On a retravaillé les couleurs de l'attraction parce qu'on va être sur des couleurs très vives. Le rouge, le slim qui est vert fluo. On veut que ce disco il soit complètement Kid Paddle univers, quoi. Voilà. Qu'on le voit nulle part ailleurs comme ça, quoi. Ah oui, mais il sera unique. Il sera unique. Au volant de la future soucoupe du parc, petite odeur de résine, on sent un peu ça sent le Blork. Le personnage dessiné par Midam, le fameux Blork. Et voilà le monstre. Pour un monstre d'1,30 m, fait d'une demi-tonne de résine, comptez 50 000 € supplémentaires. Si l'imaginez comme ça, il est beau. Je me retrouve bien là. C'est Midam qui va être content. Moi, je vois déjà les enfants et les familles qui vont s'asseoir autour de lui là. Ça va être génial, ça va être top. Les éditions Spirou ont veillé aux moindres détails. Non, franchement, il est bien. Hein. Les dents jaunies, c'est parfait. Pour coller à l'univers de son héros, Hervé a dépensé au total plus de 200 000 €, 15% du prix final du manège. Alors, ce qui est bien, c'est la patine, les ongles un peu jaunis, parce que c'est un monstre un peu cracra, hein, c'est normal. Donc du coup, ça c'est réussi. Là, on voit bien qu'il y a du volume. Non, c'est top. Et c'est lui qui pilote la soucoupe quand même. Donc je ne voudrais pas dire, mais si j'étais visiteur, moi j'aurais un peu peur, quoi, d'avoir ça comme pilote. Mais bon, c'est le but. Chez Zamperla, en bon commerçant, pas question de laisser partir les clients sans leur donner quelques envies. Charles a toujours un petit quelque chose de nouveau à leur proposer. Je t'avais promis une surprise. Ah oui, je vois ça. Hein? Ça, c'est royal. Il y a tout. Il y a la vague, l'improvisation, il y a tout. C'est génial. Le tout premier exemplaire de ce manège doit être livré aux Émirats Arabes Unis cet été. Une chute de 22 mètres. À 2 millions d'euros tout de même. Là, pour le coup, il y a un hyper effet waouh avec une vague monstrueuse. Et en plus, quand on est à l'extérieur, on se demande comment ça va se passer à l'intérieur. Donc c'est plutôt ça qui est bien, quoi. L'achat du manège sera pour plus tard. Tout dépendra du nombre de visiteurs et de ce qu'ils rapporteront à Spirou. Pour d'autres patrons de parc, la saison a débuté sous les meilleurs auspices et de belles affaires se profilent à l'horizon. À Paris, Jérôme et Mathieu, nos inventeurs de ballons, ont fait une nouvelle touche. Je suis content de vous voir. Bonjour madame. Jérôme. Arrivés la veille des États-Unis, Todd et Jeff aimeraient à leur tour installer la montgolfière des Français sur une petite île près de Manhattan à New York. On travaille ensemble depuis des années dans le tourisme à San Francisco et New York. On était à la recherche d'une nouvelle attraction spectaculaire. Et quand on a vu le ballon de Jérôme et Mathieu, on s'est dit, c'est ça qu'il nous faut. C'est super. Là encore, c'est la perspective de juteuses affaires qui a fini par décider les deux Américains. Je pense qu'un ballon comme ça devrait faire entre 80 000 et 150 000 passagers. Donc un chiffre d'affaires de... Ils vont le vendre sans doute à 20-25 $. Donc on va être autour des 2 millions, 3 millions de dollars de chiffre d'affaires. Plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Todd et Jeff ne vont pas hésiter longtemps avant de passer commande de ce ballon à 1 410 000 €. Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord. Ok. L'affaire est vite entendue. Mais celui-là est vraiment très important pour nous. New York, quand même, c'est New York. Allez,
Jérôme et Mathieu viennent de vendre leur 114e ballon, peut-être le plus stratégique de tous. Il volera bientôt, non loin de la Statue de la Liberté. Chez le Petit Gaulois, si l'ambition est une nouvelle fois de dépasser la barre des 2 millions de visiteurs, la saison prochaine est déjà dans tous les esprits. Une toute nouvelle zone à 30 millions d'euros avec ce Grand 8 doit ouvrir l'an prochain. Ce sera le plus gros investissement de l'histoire du parc. Dans le Vaucluse, chez Spirou, les améliorations du parc se poursuivent et le public a répondu présent. La nouvelle zone Kid Paddle doit ouvrir cet été, de quoi peut-être permettre au parc d'atteindre son objectif de 280 000 visiteurs. Près de Valenciennes enfin, avec une fréquentation en hausse de 15%, le début de saison est encourageant pour le Fleury. Même si son Grand 8 n'est toujours pas ouvert, Teddy, lui, s'est déjà mis en quête d'un nouveau manège d'occasion pour 2023. Manque total de diversité, attractions pauvres, absence de décor. On a vite fait le tour du parc et pas beaucoup d'ombre ou d'arbres. Le décor est quasi inexistant. Il ne nous plonge pas dans un univers féerique. Résultat, les visiteurs vont peu belges. Le marsupilami, 4 millions d'exemplaires vendus. Boulet Bill, 29 millions. Les Schtroumpfs, 20 millions. Ou encore Lucky Luke, le cow-boy solitaire, et ses 36 millions de ventes.